prenons sujet par sujet. Le premier sujet que tu as évoqué, qui est le sujet de la dette. Et d'ailleurs, la bataille culturelle, je ne sais pas si elle commence ou elle finit, mais en tout cas, elle porte aussi sur le champ économique. C'est un point fondamental. La bataille culturelle, hein, c'est évidemment, on connaît tout ça, c'est l'idée de chercher à imposer une représentation du monde par les médias ou la culture. Une des représentations du monde en matière économique, fondamentale, c'est de dire, attention, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce qu'il y a un mur de la dette, on ne peut rien faire parce qu'il y a une bombe des retraites, et on ne peut rien faire parce que si on touche au pouvoir d'achat ou au SMIC, il y a un sujet de compétitivité. Prenons les trois sujets, les uns après les autres, mais je démarre par la dette. Le mur de la dette. D'abord d'où je parle, hein, c'est des sujets, je m'occupe depuis maintenant, et je dis hélas parce que le temps passe, mais plus de 30 ans ou 40 ans, ce mur de la dette, il ne cesse de reculer. Dit autrement, ça fait des décennies qu'on nous parle du mur de la dette, mais qu'on ne l'a jamais pris. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas ce mur de la dette en réalité. Et je voudrais dire deux ou trois choses là-dessus. La première, c'est que la France, contrairement à ce que les gouvernements macronistes successifs ont dit, de manière à mon sens d'ailleurs assez irresponsable, elle n'a aucun problème de liquidité ni de solvabilité. C'est-à-dire qu'elle se finance tout à fait régulièrement, sans aucun problème, et elle emprunte sans aucun problème. Chaque semaine d'ailleurs. Et chaque semaine, il faut que vous sachiez que quand elle émet de la dette, c'est-à-dire que lorsqu'elle emprunte, la demande, c'est-à-dire les institutions qui vont lui prêter de l'argent, est supérieure à 3-4 fois à chaque fois à l'offre qu'elle propose. Donc on n'a aucun problème de liquidité, aucun problème de solvabilité. Premier point. Deuxième point, on nous bassine avec un ratio qui est le ratio dette sur PIB. Et on nous dit, attention, ratio dette sur PIB, 115%, c'est majeur. Déjà, je fais une première observation qu'on ne dit jamais. 115% du PIB, la dette, ça veut dire qu'on la rembourserait avec 1,15 fois le revenu national. Une année, 15 de revenu national. Si vous réfléchissez à ceux qui ont emprunté d'un point de vue immobilier, etc., en réalité, c'est un ratio qui est faible. Mais il faut le regarder encore autrement, ce ratio. On compare, et je sais que Jean-Luc a souvent utilisé cette image à juste titre, enfin cette image, ce ratio, on dit, ouais, la dette, c'est un stock, d'accord? C'est un passif. Il ne faut pas le rapporter à un flux, et pardon, j'ai la technique 2 secondes, mais qui est la richesse nationale, c'est-à-dire le PIB, il faut la rapporter à l'actif national. L'actif national, c'est le patrimoine national. Quand vous rapportez un stock à un stock, c'est-à-dire la dette au patrimoine national, le ratio, le fameux ratio de 115%, il tombe à 20%. Et donc, il est tout à fait gérable, sans aucune difficulté. Enfin, je fais un dernier point sur la dette pour dire la chose suivante. Enfin, je vais en faire deux autres quand même, puis à un moment, il faut que tu m'arrêtes. Mais je t'arrêterai. Ouais. J'ai pas d'inquiétude. Mais non, juste pour dire, on nous dit les taux d'intérêt montent. Oui, c'est vrai. Enfin, les taux d'intérêt, ça monte, ça baisse, ça varie. Mais surtout, la durée moyenne de la dette française, c'est 8 ans. Donc, pour sentir l'effet à plein de la hausse des taux d'intérêt, il faut attendre 8 ans. Et entre-temps, les taux d'intérêt, ils ont le temps de monter, baisser, etc. La seule chose que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, nous n'avons pas de sujet de dette, et cette fameuse contrainte de mur de la dette, etc., c'est typique un instrument de domination idéologique qui nous est, ou vous est opposé pour dire on ne peut rien faire. Mais ce n'est pas vrai. Je fais 2 points de plus, si tu m'autorises. Alors attends, je te pose une question et je te laisse peut-être dans ta réponse... mais peut-être, je ne sais pas si tu as vu que pendant l'été, Gabriel Attal, une partie de la classe médiatique, sur la base d'une intervention de Jean-Luc Mélenchon qui disait mais il y a une partie des titres de dette aujourd'hui qui appartiennent à la Banque Centrale Européenne et on peut les jeter au feu. C'était évidemment une formule. Et aujourd'hui, il y a dans le l'Obs une tribune de 50 économistes qui défendent l'idée qu'il y a une partie de la dette aujourd'hui qu'on peut annuler, qu'on peut congeler, qu'on peut mettre au frigo de la Banque Centrale Européenne. Donc je voulais savoir quelle était ta position sur ce sujet. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages ou est-ce que, comme le disent les grands médias, ça va produire de l'inflation, ça va casser la crédibilité de la signature de la France, on ne pourra plus emprunter, on ne pourra plus financer nos politiques économiques, ça va être le chaos, la nuée de sauterelles, le tsunami, etc. Ouais, moi j'en pense quelque chose de simple. Hein. J'ai écrit un livre qui s'appelle La lumière du chaos, qui a dû être publié, je pense, en 2020 ou 2021, dans lequel il y a un chapitre entier sur ce sujet. Donc, il faut que nos amis de la droite le lisent. Et ce que j'en pense est très simple. La dette publique française, par exemple, qui est détenue par la Banque centrale,
en l'occurrence la Banque de France ou la Banque Centrale Européenne, la BCE, peut être annulée, comme l'a dit Jean-Luc, sans aucun impact économique et sans aucun impact financier. Et donc, il y a à peu près 20% de la dette française qui est détenue par la BCE. Cette dette, à nouveau, je me répète, elle peut être annulée. Mais allons un cran au-delà, si tu veux bien. Quelle conclusion j'en tire? J'en tire la conclusion qu'en fait, on a des marges de manœuvre très importantes. Je vous donne un exemple, et d'ailleurs, mon livre est né de cet exemple. C'est le Covid. Avant le Covid, on nous dit « ouais, il n'y a pas de marge de manœuvre, on ne peut rien faire, les déficits, la dette, machin, etc. » Et comme par hasard, au moment du Covid, on met en place ce qu'on appelle le « quoi qu'il en coûte » et on injecte de l'ordre de 250 milliards d'euros dans l'économie. Comme ça. Alors qu'un mois avant, on nous disait « c'est impossible ». D'où vient cet argent? Je vais vous dire, juste pour y passer un instant, parce que c'est fondamental pour les marges de manœuvre futures. L'État a émis de la dette, en effet, donc la dette publique s'est accrue de 250 milliards, sauf que cette dette a été achetée par la Banque Centrale Européenne, d'accord? Et en fait, elle a financé comment cet achat? Par de la création monétaire. Et donc les 250 milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie, c'est pas de la dette en réalité, c'est de la création monétaire. On a fait marcher la planche à billets. Et c'est ça qui a permis à l'économie française de tenir. Ce qui est passionnant, c'est que les économistes classiques nous disaient ouais, c'est pas possible, ça marche pas, etc. On peut pas le faire parce que si on le fait, il y a de l'inflation. En réalité, ce qu'on a montré au moment du Covid, c'est qu'il n'y a pas eu d'inflation. Alors je vais revenir parce qu'il y a eu une inflation après, en effet. Mais cette inflation n'est pas liée à la création monétaire et aux 250 milliards qui ont été engagés. Cette inflation qui est née après, elle vient de la guerre en Ukraine et de la rupture des chaînes logistiques et des chaînes agricoles et alimentaires. Ce n'est que ça. Mais donc ce qu'on a montré au moment du Covid, c'est que quand on veut, on peut. C'est qu'en fait, c'est possible. Il est donc possible d'émettre de la dette qui est achetée par la Banque centrale, qui crée de la monnaie et donc d'injecter. Et donc il est tout à fait possible, et je m'arrête là, mais c'est fondamental, il est tout à fait possible de lever, si vous voulez, de l'argent, d'injecter de l'argent pour financer des très grands plans, notamment d'infrastructures ou d'investissement. Et donc, là encore, c'est possible. Je fais un dernier point, parce que je tiens beaucoup juste pour clore ce sujet sur la dette, sur les fameux ratios de Maastricht. Parce que là aussi, c'est un autre sujet. On nous dit, ouais, non mais attention, il y a les ratios de Maastricht. Alors je rappelle, c'est 3%. La règle, c'est qu'il ne faut pas excéder 3% de déficit rapporté au PIB, et il ne faut pas que la dette excède 60% rapporté au PIB. Je rappelle qu'on est bien au-delà. Mais surtout, elle vient d'où cette règle? Non mais, on nous bassine avec ça, on nous dit attention, les règles, les machins, etc. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vais quand même le rappeler. En fait, il n'y a aucun raisonnement scientifique, aucun raisonnement théorique, aucun raisonnement pratique derrière ces règles qu'on nous impose dans notre vie quotidienne jour après jour. Aucun. Je vais vous dire d'où ça vient. Le 60% de dette sur PIB, ça fait très scientifique, etc. Il se trouve que c'était la moyenne de la dette rapportée au PIB des pays européens l'année qui précédait le traité de Maastricht. Donc ils ne se sont pas foulés, ils se sont dit c'est quoi la moyenne? 60%. Ben, on va dire qu'il ne faut pas dépasser 60%. Aucun autre raisonnement derrière. Le 3%, c'est encore, j'allais dire, plus drôle ou plus étonnant. Le fameux 3% de déficit, où on dit attention, c'est très important. Je veux dire d'où il vient. C'est en fait l'invention d'un fonctionnaire français en 1981, c'est-à-dire bien avant Maastricht, qui est un fonctionnaire du ministère des Finances qui s'appelle Guy Abeille, vous pouvez regarder, qui en fait a regardé quelle était à ce moment-là, pour essayer d'encadrer la politique budgétaire de la gauche et de François Mitterrand, a regardé quel était le ratio de déficit sur PIB de la France, près de 3% en 1981, et il a dit, bah voilà, il ne faut pas dépasser ça. Juste pour dire, et je m'arrête là, mais c'est typique de ces sujets politique en fait, et de la bataille culturelle qu'il faut mener sur les sujets économiques, les carcans, les règles dans lesquelles on nous enserre et on nous enferme, en réalité, on peut les faire exploser.